Un geste de gentillesse dans un supermarché change à jamais la vie d'un millionnaire et d'une employée célibataire, prouvant que le véritable amour naît dans les moments les plus inattendus. Préparez-vous pour une histoire d'amour surprenante. Laissez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des histoires émouvantes comme celle-ci. Le supermarché Monoprix du 18e arrondissement de Paris était pratiquement vide en ce mardi soir pluvieux. Élodie Moreau, 30 ans, les traits tirés par la fatigue, fixait avec anxiété le total qui s'affichait sur la caisse enregistreuse. Ses doigts tremblants trituraient nerveusement le billet de 50 €, son dernier, tandis que la somme de 87,43 € la narguait impitoyablement. « Je suis désolée, murmura-t-elle à la caissière, je vais devoir retirer quelques articles. » Et sa voix trahissait une dignité blessée, mais résignée. Elle commença à mettre de côté un par un les produits qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le lait maternisé pour son petit-neveu Lucas, les fruits frais, les couches. Chaque article écarté était comme un petit coup porté à son cœur. Derrière elle, un homme attendait patiemment. Grand, élégant dans son costume gris anthracite, il observait la scène avec une attention particulière. Gabriel Dufresne n'avait pas prévu de faire ses courses ce soir-là. Directeur de l'une des plus prestigieuses maisons de mode française, il s'était arrêté sur un coup de tête, attiré par la lumière chaleureuse du magasin qui contrastait avec la pluie battante. Les gestes méticuleux d'Élodie, la douceur de sa voix malgré l'embarras, la façon dont elle avait prioritairement gardé les aliments destinés à l'enfant, tout cela l'intriguait. Il y avait dans son attitude une noblesse qui dépassait largement le cadre de ce supermarché ordinaire. Sans réfléchir davantage, Gabriel s'avança. « Permettez-moi », dit-il simplement, tendant sa carte bancaire à la caissière. Élodie se retourna, surprise, ses grands yeux verts écarquillés. « Non, je ne peux pas accepter », commença-t-elle, mais le bip du terminal avait déjà retenti. « Considérez cela comme un acte de karma », sourit-il légèrement, avant de disparaître aussi vite qu'il était apparu, laissant derrière lui une Élodie stupéfaite, son sac de course complet dans les bras, et une sensation étrange dans l'air, comme si le destin venait de tisser un fil invisible entre deux âmes qui n'auraient jamais dû se croiser. Sous la pluie parisienne, Gabriel marchait d'un pas vif, son cœur battant plus fort qu'à l'accoutumée. Il ne comprenait pas encore pourquoi ce simple moment l'avait tant marqué. Peut-être était-ce la sincérité brute de cette scène, si différente des interactions calculées qui rythmaient habituellement ses journées. Ou peut-être était-ce simplement ses yeux verts, empreints d'une fierté touchante, qui semblaient avoir percé le vernis de son existence soigneusement orchestrée. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident du supermarché. Le domaine viticole des Dufresne, niché dans les collines de Saint-Émilion, s'éveillait sous un soleil printanier. Les vignes s'étendaient à perte de vue, leurs feuilles dansant doucement dans la brise matinale. Élodie, vêtue de son uniforme noir et blanc, disposait méticuleusement les viennoiseries sur un plateau en argent. L'agence d'intérim l'avait envoyée ici pour 1 mois, une opportunité qu'elle n'avait pas pu refuser, malgré l'éloignement. Le salaire était 3 fois supérieur à ce qu'elle gagnait habituellement, et son oncle Michel avait accepté de garder Lucas pendant cette période. « Les croissants doivent être disposés en éventail, ma chère », lui indiqua Madame Bertrand, la gouvernante principale, une femme aux cheveux gris et au regard bienveillant. « La famille Dufresne reçoit des invités importants ce week-end. Tout doit être parfait. » Élodie acquiesça, réarrangeant les viennoiseries avec précision. Elle n'avait pas encore croisé les propriétaires, arrivés tard dans la nuit. Son esprit vagabonda vers l'homme du supermarché, ce mystérieux bienfaiteur dont elle n'avait même pas pu connaître le nom. À l'étage, Gabriel se tenait devant la fenêtre de son bureau, contemplant les vignes familiales. À 40 ans, il portait le poids de l'héritage Dufresne avec une élégance forcée, la maison de mode, les vignobles, les attentes de la société. Tout cela semblait soudain étouffant. « Monsieur !» Claire Montel, son assistante personnelle depuis 5 ans, entra dans la pièce avec son efficacité habituelle. « Les premiers invités arrivent ce soir. Le chef sommeiller souhaite vous voir pour la sélection des vins du dîner. »« Merci, Claire. »
répondit-il distraitement, son esprit encore hanté par les yeux verts de l'inconnu du supermarché. Ces 2 semaines n'avaient pas effacé leur éclat de sa mémoire. Le tintement d'une porcelaine brisée résonna soudain dans le couloir, suivi d'un léger cri de surprise. Gabriel sortit de son bureau, plus par curiosité que par contrariété. Et là, le temps sembla se figer. Élodie était accroupie, ramassant précipitamment les morceaux d'une tasse de collection, quand elle leva les yeux. La reconnaissance fut immédiate, mutuelle. Le plateau de viennoiserie, miraculeusement intact, reposait en équilibre précaire sur une console Louis XV. « Vous » murmura-t-elle, le rouge lui montant aux joues. Gabriel resta un moment sans voix. Le destin avait décidément un sens de l'humour particulier. « Laissez » dit-il doucement, s'agenouillant pour l'aider. « Ce n'est qu'une tasse. Je suis désolé, monsieur Dufresne, je rembourserai. »« Vous me connaissez » s'étonna-t-il. « Non, enfin, Madame Bertrand m'a parlé de vous. Je ne savais pas. Le supermarché ?» Elle s'embrouillait, consciente de la situation surréaliste. Un sourire imperceptible se dessina sur les lèvres de Gabriel. « Le karma, vous vous souvenez ?» dit-il, reprenant ses propres mots de cette soirée pluvieuse. Claire Montel, qui observait la scène depuis le seuil du bureau, fronça légèrement les sourcils. Quelque chose dans l'échange entre son patron et cette simple employée temporaire éveillait son instinct. Après tout, c'était son rôle de protéger les intérêts de la famille Dufresne. « Je m'occupe de ça », intervint-elle sèchement. « Mademoiselle, vous devriez retourner aux cuisines. » Élodie se releva promptement, lissant son tablier d'un geste nerveux. « Bien sûr, je vous prie encore de m'excuser, monsieur Dufresne. » Elle s'éloigna rapidement, mais pas avant que Gabriel n'ait remarqué la même fierté, la même dignité qu'il avait observée ce soir-là au supermarché. Cette fois, cependant, il ne la laisserait pas disparaître sans un mot. La nuit était tombée sur le domaine, enveloppant les vignes d'un silence velouté. Élodie, ayant terminé son service, s'était réfugiée dans les jardins à la française. Assise sur un banc de pierre, elle contemplait les étoiles tout en tenant son téléphone contre son oreille. « Il dort bien, ton petit ange ?» demanda-t-elle doucement. « Comme un loir », répondit son oncle Michel à l'autre bout du fil. « Il a dessiné toute la journée. Tu lui manques, tu sais. »« Vous me manquez aussi », murmura-t-elle, essuyant une larme furtive. « Mais ce travail, c'est une opportunité inespérée. Avec ce que je vais gagner, je pourrai enfin... Je sais, ma puce, tu fais ce qu'il faut, mais fais attention à toi, d'accord? Ces gens-là, ce n'est pas notre monde. » Élodie sourit tristement. Son oncle avait toujours été protecteur depuis la mort de sa sœur, la mère de Lucas. « Ne t'inquiète pas, je sais où est ma place. » Le crissement du gravier la fit sursauter. Gabriel Dufresne approchait, tenant 2 tasses fumantes. « À demain, tonton. Embrasse Lucas pour moi, » dit-elle rapidement avant de raccrocher. « Je ne voulais pas vous déranger, » s'excusa Gabriel, « mais j'ai pensé qu'un chocolat chaud serait le bienvenu. Les nuits sont encore fraîches en cette saison. » Il lui tendit une tasse, et Élodie hésita un instant avant de l'accepter. « Merci, monsieur Dufresne. Gabriel, s'il vous plaît, au moins ici, dans ce jardin. » Un silence confortable s'installa entre eux. Les grillons chantaient doucement, et au loin, un hibou ulula. « Lucas, dit-il enfin, c'est votre fils. » Élodie secoua la tête. « Mon neveu, sa mère, ma sœur, elle nous a quittés il y a 5 ans. Un accident de voiture. » Elle but une gorgée de chocolat pour masquer son émotion. « Je l'élève depuis. Il avait à peine 1 an. » Gabriel observa son profil délicat dans la pénombre. Cette femme qui travaillait si dur, qui élevait seule un enfant qui n'était pas le sien, qui gardait sa dignité même dans les moments les plus difficiles. Elle l'intriguait de plus en plus. « C'est pour lui que vous faisiez ces courses, ce soir-là ?»« Oui, » admit-elle. « Le lait maternisé est devenu si cher, mais je n'ai jamais pu vous remercier correctement pour votre geste. Ne me remerciez pas. J'ai agi impulsivement. Ce qui ne m'arrive jamais d'ailleurs, » ajouta-t-il avec un léger rire. « Le grand Gabriel Dufresne, impulsif, les magazines de mode seraient surpris. »« Vous lisez les magazines de mode ?»« Non, » sourit-elle. « Mais Madame Bertrand adore me raconter tous les potins pendant que nous préparons le service. » Ils rirent ensemble, et pendant un moment, les barrières sociales semblèrent s'effacer.
Ce n'était plus un milliardaire et une employée, juste deux personnes partageant un moment de simplicité sous les étoiles. « Vous savez, dit Gabriel après un moment, parfois je me demande si toute cette vie n'est pas qu'une grande mascarade. Les galas, les défilés, les vins à 1000 euros la bouteille. Et pourtant, c'est votre monde. L'est-ce vraiment ?» Il se tourna vers elle, son regard intense même dans l'obscurité. « Ou est-ce simplement celui dans lequel je suis né ?» Un frisson parcourut Élodie, et pas seulement à cause de la fraîcheur nocturne. Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité inattendue qui la touchait. « Il se fait tard, dit-elle doucement, se levant. Je dois être debout tôt demain. » Bien sûr, il se leva à son tour. Élodie. « Oui, merci pour cette conversation. C'était rafraîchissant. » Elle hocha la tête et s'éloigna vers les quartiers du personnel, consciente de son regard qui la suivait. Dans l'ombre d'une fenêtre du premier étage, Claire Montel observait la scène, son visage fermé dans une expression préoccupée. Cette simple conversation dans le jardin marquait le début de quelque chose, même si ni Gabriel ni Élodie ne pouvaient encore le deviner. Quelque chose qui allait bousculer leur monde respectif, pour le meilleur ou pour le pire. Le lendemain matin, la cuisine du domaine bourdonnait d'activité. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les grandes fenêtres, illuminant les cuivres rutilants et les plans de travail en marbre. Élodie préparait le petit déjeuner des invités avec une précision méthodique, arrangeant des fruits frais en rosaces délicates sur des assiettes en porcelaine de Limoges. « Ma petite » l'interpella Madame Bertrand en baissant la voix, « je vous ai vue hier soir dans le jardin avec Monsieur Gabriel. » Élodie sentit ses joues s'empourprer. « Ce n'était rien, Madame Bertrand. Nous discutions simplement. » La gouvernante posa une main ridée sur son bras. « Faites attention, mon enfant. Je travaille pour les Dufresne depuis 30 ans. Gabriel est un homme bon, mais ce monde, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. »« Je sais, » répondit doucement Élodie. « Je n'ai aucune illusion. » À cet instant, Claire Montel fit son entrée dans la cuisine, son tailleur Chanel impeccablement ajusté, contrastant avec l'ambiance rustique des lieux. « Mademoiselle Moreau, » dit-elle d'un ton professionnel, « Monsieur Dufresne souhaite que vous serviez le petit déjeuner dans la roseraie ce matin. Les invités souhaitent profiter du beau temps. » Élodie acquiesça, mais Claire ne partit pas immédiatement. Elle s'approcha, baissant la voix pour que seule Élodie puisse l'entendre. « Un conseil, mademoiselle, n'oubliez pas qui vous êtes. Ces conversations nocturnes, elles ne mènent nulle part, pour votre bien et celui de votre neveu. » Le message était clair comme du cristal. Élodie serra les dents mais garda son calme, années de service lui ayant appris à masquer ses émotions. Dans la roseraie, les invités de marque, PDG, aristocrates et célébrités savouraient leur petit déjeuner sous une pergola couverte de roses grimpantes. Gabriel présidait la table, écoutant d'une oreille distraite les discussions sur les marchés financiers et les derniers scandales mondains. Son regard suivait discrètement Élodie, qui naviguait entre les tables avec grâce, servant café et viennoiserie. Elle portait son uniforme avec une dignité qui la distinguait, remarqua-t-il, des autres membres du personnel. « Gabriel, mon cher ?» l'interpella la comtesse de Montfort, une dame d'un certain âge au parfum entêtant. « Quand nous présenterez-vous enfin l'heureux élu, un homme de votre position ?»« La bourse et la mode me prennent tout mon temps, cher ami, » répondit-il poliment, son regard croisant fugitivement celui d'Élodie qui remplissait sa tasse de café. « Absurde !» s'exclama la comtesse. « Regardez Victoire, ma nièce, elle serait parfaite pour vous. » La jeune femme en question, assise quelques places plus loin, lui adressa un sourire étudié. Belle, cultivée, issue d'une des meilleures familles de France. Exactement le genre de femme qu'on attendait de voir au bras de Gabriel Dufresne. Élodie s'éloigna rapidement, ignorant la petite douleur dans sa poitrine. Bien sûr, c'était ainsi que les choses devaient être. Gabriel appartenait à ce monde de luxe et de privilèges, un monde où les serveuses célibataires avec un enfant à charge n'avaient pas leur place. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle changeait les draps dans l'une des chambres d'invités, elle trouva une enveloppe glissée sous un coussin. Son nom était écrit dessus, d'une écriture élégante, qu'elle reconnut immédiatement. Les mains tremblantes,
Elle l'ouvrit. « Retrouvez-moi ce soir dans la bibliothèque, après votre service, s'il vous plaît. » Elle fixa longtemps le mot, partagé entre raison et désir. La voix de Claire résonnait dans sa tête, tout comme les conseils bienveillants de Madame Bertrand. Mais il y avait aussi le souvenir de leur conversation de la veille, la sincérité dans les yeux de Gabrielle, cette connexion qu'elle ne pouvait nier. Elle glissa le mot dans la poche de son tablier, sachant déjà qu'elle irait, tout en se demandant si elle n'était pas en train de commettre la plus grande erreur de sa vie. La bibliothèque du domaine Dufresne était une pièce impressionnante, avec ses étagères en chêne massif qui montaient jusqu'au plafond et ses échelles coulissantes en laiton. La lumière tamisée des lampes anciennes créait une atmosphère intime, presque magique. Il était près de 23 heures lorsqu'Élodie, après avoir longtemps hésité devant la porte, se décida enfin à entrer. Elle avait troqué son uniforme contre une simple robe bleue. Ses cheveux châtains libérés du chignon réglementaire tombaient en vagues douces sur ses épaules. Gabriel était là, debout près d'une des grandes fenêtres en ogive. Il s'était également changé, abandonnant son costume formel pour un pull en cachemire et un pantalon décontracté qui le rendait plus accessible, plus humain. « Vous êtes venu ?» dit-il doucement, se tournant vers elle. « Je ne devrais pas être ici. » répondit-elle, mais elle ne fit aucun mouvement pour partir. Probablement pas. Il s'approcha d'une petite table où reposaient 2 verres et une bouteille de vin. Mais j'avais envie de vous montrer quelque chose. Il lui tendit un verre et la guida vers une section particulière de la bibliothèque. Là, derrière une vitrine, reposait un livre à la reliure usée. « Les Misérables, première édition », expliqua-t-il. Mon arrière-grand-père l'a acheté dans une librairie de quartier à Lyon. Il était ouvrier à l'époque. Élodie le regarda avec surprise. Ouvrier? La fortune des Dufresne n'a pas toujours existé, sourit-il. Mon arrière-grand-père a commencé comme simple tailleur. Il travaillait 16 heures par jour, économisant chaque centime. Ce livre, c'était son seul luxe. Il disait que Victor Hugo lui rappelait pourquoi il se battait. Il ouvrit délicatement la vitrine et sortit le précieux volume. Regardez les annotations dans les marges. Son écriture était maladroite, mais ses réflexions, elles sont d'une profondeur remarquable. Élodie effleura doucement les pages jaunies. « Pourquoi me montrez-vous cela ? Parce que je veux que vous compreniez. » Il hésita, cherchant ses mots. « Ce monde dans lequel je vis, ces gens que vous avez servis ce matin, ce n'est pas moi, du moins pas entièrement. » Gabrielle, elle prononçait son prénom pour la première fois et le son fit vibrer quelque chose en lui. « Que cherchez-vous exactement ?»« Je ne sais pas, » admit-il honnêtement. « Pour la première fois de ma vie, je ne planifie pas, je ne calcule pas. Je sais juste que quand je vous parle, quand je suis avec vous, je me sens réel. » Il s'était rapproché sans s'en rendre compte. Dans la lumière douce de la bibliothèque, les yeux verts d'Élodie semblaient encore plus envoûtants. « J'ai un fils, dit-elle soudainement. Enfin, un neveu, mais c'est tout comme. Il s'appelle Lucas, il a 6 ans, et il est toute ma vie. Je ne peux pas me permettre de rêver. » Qui a parlé de rêver? Sa main effleura la sienne, un contact léger comme une plume. « Je vous propose juste d'être vrais, ensemble, pendant quelques instants volés. » Un bruit dans le couloir les fit sursauter et s'éloigner l'un de l'autre. Des pas s'approchaient. « Je dois partir, » murmura Élodie précipitamment. « Attendez !» Il attrapa doucement son poignet. « Demain soir, je dois inspecter les vignes du coteau sud. Voulez-vous m'accompagner ?» Elle hésita, son cœur battant la chamade. Ce serait de la folie. « Sans doute, » sourit-il. « Mais parfois, la folie est plus sage que la raison. » Les pas se rapprochaient. Élodie dégagea doucement son poignet et se dirigea vers la porte dérobée qui menait au quartier du personnel. 20 heures, près de la vieille cave, murmura-t-elle, avant de disparaître. Quelques secondes plus tard, Claire Montel entrait dans la bibliothèque, des dossiers sous le bras. Elle trouva Gabriel assis dans un fauteuil, un livre ancien sur les genoux, l'air parfaitement composé. « Des documents à signer pour demain, monsieur, » dit-elle en posant les dossiers sur son bureau. « Merci, Claire, » répondit-il distraitement, son esprit encore rempli du parfum délicat d'Élodie et de la promesse d'une promenade au crépuscule. Le soleil commençait à décliner sur les coteaux de Saint-Émilion, baignant les vignes d'une lumière dorée.
Élodie attendait près de la vieille cave, son cœur battant la chamade. Elle avait troqué son uniforme contre une simple robe d'été couleur lavande, et ses cheveux dansaient librement dans la brise du soir. Elle consulta son téléphone une dernière fois, relisant le message de son oncle Michel. « Lucas a eu 18-20 en lecture aujourd'hui. Il est si fier. Il t'embrasse fort. » Un sourire attendri illumina son visage. « Il a l'air d'être un garçon remarquable, » dit une voix derrière elle. Elle se retourna. Gabriel se tenait là, décontracté dans un polo blanc et un pantalon beige, tenant 2 paniers d'osier. « Il l'est, » répondit-elle avec fierté. « Mais comment savez-vous ? J'ai vu votre sourire en lisant le message. Seul un enfant peut faire sourire ainsi. » Il lui tendit un des paniers. « J'ai pensé que nous pourrions faire une dégustation improvisée pendant notre inspection des vignes. » Le panier contenait une bouteille de vin, du pain frais, du fromage et des raisins. Simple mais élégant, comme tout ce que faisait Gabriel. Ils commencèrent leur promenade entre les rangs de vignes. Gabriel expliquant avec passion l'histoire de chaque cépage, la façon dont le terrain et l'exposition influençaient le goût du raisin. Élodie l'écoutait, fascinée par cet homme qui semblait aussi à l'aise en parlant de terroir qu'en dirigeant un empire de la mode. « Comment avez-vous appris tout cela ?» demanda-t-elle, alors qu'il s'installait sur une couverture, au sommet d'une colline surplombant le domaine. « Mon grand-père, » répondit-il en débouchant la bouteille. « Il m'emmenait ici chaque été. Il disait que pour comprendre le luxe, il fallait d'abord comprendre la terre. » Il lui tendit un verre de vin. « Goûtez, c'est un millésime particulier. » Élodie porta le verre à ses lèvres. Le vin était sublime, complexe, sans être prétentieux, comme l'homme qui le lui offrait. « 1986, dit-elle après un moment, l'année de ma naissance. » Gabriel la regarda avec surprise. « Comment avez-vous deviné ?»« Je ne devinais pas, » sourit-elle. « Je travaille ici depuis assez longtemps pour reconnaître les grands millésimes. Madame Bertrand est une excellente professeure. » Il rit doucement. « Vous ne cessez de me surprendre. » Élodie Moreau. Le soleil descendait lentement vers l'horizon, parant le ciel de teintes roses et orangées. Dans cette lumière, les vignes semblaient presque irréelles, comme sorties d'un tableau impressionniste. « Parlez-moi de Lucas, » demanda-t-il doucement. Alors elle lui raconta tout. La mort tragique de sa sœur dans un accident de voiture, le petit garçon de quelques mois qu'elle n'avait pas hésité une seconde à prendre sous son aile, les nuits blanches, les sacrifices, mais aussi les premiers pas, les premiers mots, les éclats de rire. « Vous l'aimez comme s'il était le vôtre, » dit-il, ému par la passion dans sa voix. « Il est le mien, » répondit-elle simplement. « Pas par le sang, mais par le cœur. » Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement troublé par le chant des grillons qui s'éveillaient. « Et vous ?» demanda-t-elle enfin. « Pourquoi n'êtes-vous pas marié ?» Gabriel but une gorgée de vin avant de répondre. « Je suppose que je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me fasse oublier les attentes des autres, quelqu'un qui me voit vraiment, moi, pas l'héritier Dufresne. » Leurs regards se croisèrent, chargés de non-dits. La main de Gabriel effleura celle d'Élodie, envoyant des frissons le long de son bras. « Il se fait tard, » murmura-t-elle, bien que ne faisant aucun mouvement pour partir. « Encore quelques minutes, » plaida-t-il doucement. « Regardez !» Le soleil terminait sa descente, embrasant le ciel d'une dernière explosion de couleurs. Dans ce moment magique, suspendu entre le jour et la nuit, il n'était plus patron et employé, riche et pauvre, mais simplement un homme et une femme, partageant un instant de grâce. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce moment de perfection allait bientôt être bouleversé par une tempête qu'ils n'avaient pas vue venir. Car dans le manoir, Claire Montel terminait un appel téléphonique qui allait tout changer. « Oui, Madame Dufresne, je pense qu'il est temps que vous reveniez de Paris. Votre fils, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Le lendemain matin, une Mercedes noire franchit les grilles du domaine dans un crissement de pneus sur le gravier. Hélène Dufresne en descendit avec l'élégance calculée qui la caractérisait, ses talons loup-boutin claquant sur les pavés centenaires. À 60 ans, elle restait une femme impressionnante, son chignon gris acier aussi impeccable que son tailleur Chanel. Dans la cuisine, Élodie préparait le service du petit déjeuner quand Madame Bertrand entra précipitamment. « Madame Dufresne est arrivée », annonça-t-elle, le visage tendu. Elle n'était pas attendue avant la semaine prochaine.
Le cœur d'Élodie manqua un battement. Elle avait entendu parler d'Hélène Dufresne, la matriarche redoutée qui dirigeait encore officieusement l'empire familial depuis Paris. « Mademoiselle Moreau !» La voix de Claire résonna depuis la porte. « Madame Dufresne souhaite prendre son petit déjeuner dans le petit salon. Elle demande spécifiquement que vous la serviez. » Élodie échangea un regard inquiet avec Madame Bertrand avant de préparer le plateau. Thé Earl Grey, viennoiseries encore chaudes, confiture de fraises du domaine. Tout devait être parfait. Dans le petit salon, Hélène était assise droite comme un i dans un fauteuil Louis XV, feuilletant des documents que Claire lui avait préparés. Elle leva à peine les yeux quand Élodie entra. « Posez tout ici », ordonna-t-elle, désignant la table basse en acajou. « Et versez-moi une tasse de thé. » Élodie s'exécuta en silence, consciente du regard scrutateur d'Hélène qui ne perdait pas un seul de ses gestes. « Alors c'est vous, » dit finalement la matriarche. Ce n'était pas une question. « Pardon, madame. La serveuse qui tourne la tête de mon fils. » Hélène porta la tasse à ses lèvres, son rouge à lèvres ne laissant aucune trace sur la porcelaine fine. « Asseyez-vous. » Ce n'était pas une invitation qu'on pouvait décliner. Élodie s'assit sur le bord d'une chaise, le dos raide. « Vous êtes jolie, » constata Hélène, « d'une beauté simple, naturelle. Je comprends ce que Gabriel peut trouver rafraîchissant, mais vous comprenez certainement que cela ne peut pas continuer. »« Madame, il n'y a rien entre votre fils et moi, » protesta faiblement Élodie. « Ne m'insultez pas, ma chère, j'ai des yeux partout dans ce domaine. » Elle sortit une enveloppe de son sac. « Voici un chèque, une somme généreuse qui vous permettra de démissionner dignement et de subvenir aux besoins de votre neveu, c'est bien cela ?» Élodie fixa l'enveloppe, le cœur battant. « Je ne peux pas accepter. »« Bien sûr que si, parce que vous êtes intelligente, mademoiselle Moreau. Vous savez que cette histoire ne mène nulle part. Gabriel a des responsabilités, un héritage à protéger. Et vous, » elle fit un geste vague de la main, « vous avez un enfant à élever. Pensez à lui. » Les mots frappèrent Élodie comme des flèches précises. Lucas, son petit garçon qui comptait sur elle. « Je terminerai mon contrat, » dit-elle en se levant, ignorant l'enveloppe, « par respect pour mes engagements. Mais je vous promets que je ne chercherai pas à... »« Bien, » coupa Hélène. « C'est la décision la plus sage. Claire vous donnera vos nouvelles affectations. Vous ne servirez plus directement mon fils. » À cet instant, Gabriel apparut dans l'encadrement de la porte. « Mère, je ne savais pas que vous deviez venir. »« Gabriel, mon chéri. » Le visage d'Hélène s'illumina d'un sourire parfaitement étudié. « J'avais quelques détails à régler pour le gala de la semaine prochaine. Mademoiselle Moreau allait justement partir. » Élodie passa près de Gabriel sans le regarder, mais elle sentit son parfum familier, entendit sa respiration légèrement altérée. Elle sortit rapidement, les larmes aux yeux. Dans le couloir, elle croisa Claire qui portait une pile de documents. « Le nouveau planning, » dit celle-ci en lui tendant une feuille. « Vous êtes affecté aux cuisines et au service des chambres du personnel uniquement. » Élodie prit le papier sans un mot et se dirigea vers les quartiers du personnel. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de son oncle Michel avec une photo de Lucas souriant devant son petit déjeuner. Elle s'arrêta un instant, regardant le visage innocent de l'enfant qui était toute sa vie. Hélène Dufresne avait raison sur un point. Elle devait penser à lui avant tout. Les contes de fées n'existaient pas, et il était temps de revenir à la réalité. Les 3 jours qui suivirent l'arrivée d'Hélène Dufresne furent les plus longs de la vie d'Élodie. Confinée aux cuisines et au quartier du personnel, elle évitait soigneusement les zones où elle pourrait croiser Gabriel. Chaque fois qu'elle entendait ses pas dans un couloir, elle trouvait une excuse pour disparaître dans une autre pièce. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait le linge dans la buanderie, son téléphone sonna. C'était un appel vidéo de Lucas. « Tata !» Le visage rayonnant du petit garçon apparut à l'écran. « Regarde ce que j'ai fait à l'école !» Il brandit fièrement un dessin coloré représentant ce qui semblait être une famille, une grande figure souriante portant une robe et un petit garçon tenant sa main. « C'est magnifique, mon cœur !» sourit Élodie, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Tu me manques tellement. Toi aussi tu me manques. Tonton Michel fait bien la cuisine, mais il ne raconte pas les histoires aussi bien que toi. Plus que 2 semaines, mon chéri, et je serai de retour. Pour toujours ?» La question innocente la frappa en plein cœur. « Oui, mon ange,
Pour toujours. Après avoir raccroché, Élodie resta un moment immobile, serrant son téléphone contre sa poitrine. Le bruit d'une porte qui s'ouvre la fit sursauter. « Je savais que je vous trouverais ici », dit Gabriel doucement. Elle se raidit, mais ne se retourna pas, continuant à plier mécaniquement les draps. « Monsieur Dufresne, je suis occupé. » Élodie, « S'il vous plaît. » Il fit un pas vers elle. « Que s'est-il passé? Depuis l'arrivée de ma mère, vous... » « Rien ne s'est passé, coupa-t-elle. J'ai simplement retrouvé la raison. » La raison. Sa voix trahissait une pointe de frustration. Ou la peur. Cette fois, elle se retourna. La peur? Oui, peut-être. La peur de détruire la vie de mon neveu avec des rêves impossibles. La peur de le voir souffrir parce que sa tante a été assez stupide pour croire que... Pour croire quoi? Il s'était rapproché, dangereusement proche. Que deux personnes de mondes différents pourraient se comprendre, s'apprécier, que les barrières sociales ne sont pas insurmontables? Votre mère, ma mère n'a pas à décider de ma vie. Il passa une main frustrée dans ses cheveux. J'ai 40 ans, je dirige l'une des plus grandes maisons de mode de France, et pourtant je me sens plus vivant en 10 minutes de conversation avec vous qu'en des années de mondanité. Élodie sentit son cœur vaciller. Ce n'est pas si simple. Ça pourrait l'être. Il sortit quelque chose de sa poche, l'enveloppe qu'Hélène avait tenté de lui donner. J'ai trouvé ça dans le bureau de ma mère. Un chèque pour vous faire partir. Je ne l'ai pas accepté. Je sais. Un sourire doux éclaira son visage. C'est une des raisons pour lesquelles je... Il s'interrompit, mais les mots non prononcés flottaient dans l'air entre eux, aussi tangibles que la chaleur qui émanait de leur corps trop proche. Monsieur Dufresne, la voix de Claire résonna depuis le couloir. Votre mère vous attend pour discuter des arrangements du gala. Gabriel ferma brièvement les yeux, frustré. J'arrive dans un moment. Elle insiste pour que ce soit maintenant. Il regarda Élodie, ses yeux pleins de questions non posées, de mots non dits. Ce n'est pas terminé, murmura-t-il avant de partir. Restée seule, Élodie s'appuya contre la table de pliage, les jambes tremblantes. Sur son téléphone, le dessin de Lucas la regardait, innocent et confiant. Comment pouvait-elle risquer son bonheur pour un rêve qui semblait voué à l'échec? Et pourtant, quand Gabriel était près d'elle, tout semblait possible. Comme si les barrières sociales, les différences de classe, les obligations familiales n'étaient que des obstacles temporaires sur le chemin de quelque chose de plus grand, de plus vrai. Dans le manoir, les préparatifs du gala battaient leur plein. Dans moins d'une semaine, le tout Paris serait réuni dans ses murs, et avec lui, toutes les attentes, les jugements, les traditions qui pesaient sur les épaules de Gabriel. Élodie reprit son pliage, mais ses gestes étaient mécaniques, son esprit ailleurs. Dans sa poche, le dessin de Lucas sur son téléphone semblait peser 1 tonne. Elle avait pris sa décision par amour pour lui. Mais pour la première fois, elle se demandait si, en essayant de le protéger, elle ne risquait pas de lui enseigner la mauvaise leçon, celle de la peur plutôt que du courage. Le soir du gala était enfin arrivé. Le domaine Dufresne brillait de 1000 feux, transformé en un palais de contes de fées. Des lanternes chinoises flottaient au-dessus des jardins. Les fontaines scintillaient sous la lumière de la lune, et une douce musique de jazz s'échappait des grandes porte-fenêtres ouvertes. Dans les cuisines en effervescence, Élodie s'affairait avec les autres membres du personnel, préparant les plateaux de petits fours et de champagne. Elle portait l'uniforme noir et blanc réglementaire, mais Madame Bertrand avait insisté pour qu'elle attache ses cheveux avec un ruban en soie bleue pour faire ressortir vos yeux, ma petite. Les invités commencent à arriver, annonça Claire, apparaissant dans l'encadrement de la porte. Elle était magnifique dans une robe fourreau rouge qui soulignait sa silhouette élancée. Son regard s'attarda sur Élodie. « Mademoiselle Moreau, vous êtes affectée aux cuisines ce soir, pas de service en salle. » Élodie hocha simplement la tête. Elle s'y attendait. À l'extérieur, les voitures de luxe se succédaient dans l'allée principale. Gabriel accueillait les invités aux côtés de sa mère, parfait dans son smoking sur mesure. Mais ceux qui le connaissaient bien auraient remarqué la tension dans ses épaules, le léger pli soucieux entre ses sourcils. « Gabriel, mon cher !» La comtesse de Montfort arriva dans un tourbillon de soie et de parfums coûteux. « Victoire est ravie d'être là ce soir.
Sa nièce, resplendissante dans une robe haute couture, offrit son plus beau sourire à Gabriel. « Le domaine est magnifique », dit-elle de sa voix musicale. « Merci », répondit-il poliment, mais ses yeux ne cessaient de balayer la foule, cherchant inconsciemment une silhouette familière qu'il savait absente. Dans les cuisines, Élodie entendait les échos de la fête, les rires, la musique, le tintement des verres de cristal. De temps en temps, des bribes de conversation lui parvenaient à travers les portes de service. « As-tu vu la bague qu'elle porte ? On dit que l'annonce des fiançailles sera faite ce soir. » Victoire de Montfort et Gabriel Dufresne, quel couple parfait. Chaque mot était comme une petite aiguille dans son cœur, mais elle continuait son travail, méticuleuse et professionnelle. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de son oncle Michel. « Lucas a fait un cauchemar, il demande après toi. » Sans réfléchir, elle composa le numéro. La voix endormie de Lucas lui répondit. « Tata, je suis là, mon cœur. Tout va bien? J'ai rêvé que tu ne revenais pas. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je reviendrai toujours vers toi, mon ange. Toujours. Tu promets? Je promets. » Elle essuya rapidement ses joues. « Tu veux que je te chante notre chanson ?» Elle commença à fredonner doucement la berceuse que sa sœur lui chantait quand elles étaient petites, oubliant momentanément où elle se trouvait. « C'est magnifique. » Elle se retourna brusquement. Gabriel se tenait dans l'embrasure de la porte de service, son nœud papillon légèrement desserré. « Je dois y aller, mon cœur, » dit-elle rapidement à Lucas. « Fais de beaux rêves. » Elle raccrocha, le cœur battant. « Vous ne devriez pas être ici. » « Non, en effet. » Il fit un pas vers elle. « Je devrais être là-bas, à sourire poliment pendant que ma mère organise mon avenir avec la famille de Montfort. C'est votre monde. »« Mon monde !» Il eut un rire amer. « Mon monde, c'est celui où une femme extraordinaire chante une berceuse à son neveu dans une cuisine avec plus d'amour dans sa voix que dans toutes les conversations superficielles que j'ai eues ce soir. » Des bruits de pas dans le couloir les firent taire. Claire apparut, essoufflée. « Gabriel, votre mère vous cherche partout. Le moment du discours approche. » Il serra les poings, frustré. « J'arrive. » Mais avant de partir, il se tourna une dernière fois vers Élodie. « Venez au gala. »« Quoi ? Changez-vous. Mettez une robe, venez comme invité. »« Je ne peux pas. »« Bien sûr que si. » Il sortit une enveloppe de sa poche. « C'est une invitation officielle. Madame Bertrand a une robe pour vous dans sa chambre. Elle savait que je viendrais vous voir. Votre mère, ce n'est plus à elle de décider. » Il la regarda intensément. « C'est à vous de choisir. Dans 1 heure, je ferai mon discours. Venez ou ne venez pas, mais sachez que ce soir, je vais faire un choix. Et j'aimerais que vous soyez là pour l'entendre. » Sur ces mots, il disparut, laissant Élodie avec une enveloppe dorée dans les mains et le cœur en tumulte. La robe que Madame Bertrand avait préparée était d'une simplicité élégante. En soie bleu nuit, elle tombait en plis fluides jusqu'aux chevilles d'Élodie, rappelant la couleur de ses yeux. La gouvernante l'aida à se coiffer, relevant ses cheveux en un chignon souple, d'où s'échappaient quelques mèches bouclées. « Vous êtes magnifique, ma petite, » dit la vieille dame, en ajustant une dernière fois le tombé de la robe. « Et je ne parle pas seulement de l'extérieur. J'ai peur, Madame Bertrand, » avoua Élodie dans un souffle. « Peur de faire une erreur, peur de blesser Lucas. L'amour n'est jamais une erreur. » La gouvernante prit son visage entre ses mains ridées. « Et ce petit garçon a besoin d'une tante heureuse, pas d'une martyre. » Dans le grand salon, les invités s'étaient rassemblés pour le discours traditionnel. Gabriel se tenait près de la cheminée monumentale, écoutant d'une oreille distraite les dernières recommandations de sa mère. « N'oublie pas de mentionner l'expansion en Asie, » disait Hélène, « et peut-être pourrais-tu glisser un mot sur l'importance des alliances familiales. » Son regard appuyé vers Victoire de Montfort était sans équivoque. La jeune femme, ravissante dans sa robe de créateur, attendait patiemment son moment, sûre de son triomphe. Claire circulait parmi les invités, s'assurant que tout était parfait. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers la porte, guettant une possible arrivée qui pourrait tout compromettre. Le majordome tinta son verre en cristal, réclamant l'attention de l'assemblée. Le moment était venu. Gabriel s'avança au centre de la pièce, son verre de champagne à la main. Il balaya la foule du regard, cherchant, espérant, et c'est là qu'il la vit. Élodie se tenait dans l'embrasure d'une porte latérale, presque dissimulée par une colonne. La robe bleue la rendait encore plus belle, mais c'était son regard,
mélange de courage et d'appréhension qui le frappa en plein cœur. Un léger sourire éclaira son visage, et il commença son discours. « Mesdames, messieurs, chers amis, ce soir, nous célébrons plus qu'un simple gala. Nous célébrons un héritage, une histoire. » Il fit une pause, son regard croisant celui d'Élodie. Mais parfois, les héritages les plus précieux ne sont pas ceux auxquels on s'attend. Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas le discours prévu. « Mon arrière-grand-père était un simple ouvrier, » continua-t-il. Un homme qui croyait que la vraie valeur ne se mesure pas en titres ou en compte en banque, mais en courage et en authenticité. Hélène Dufresne se raidit, son verre de champagne tremblant légèrement dans sa main. Pendant des années, j'ai cru que mon devoir était de maintenir les apparences, de répondre aux attentes. Mais récemment, j'ai appris une leçon importante. Son regard se posa à nouveau sur Élodie. J'ai appris que le véritable luxe, c'est d'être vrai avec soi-même. Il posa son verre et s'avança vers Élodie. Des chuchotements surpris s'élevèrent dans la salle. « Cette femme, dit-il en lui tendant la main, m'a rappelé ce que signifie être authentique. Elle élève seule un petit garçon merveilleux, travaille sans relâche et garde sa dignité face à toutes les épreuves. » Élodie, le cœur battant, prit sa main et s'avança dans la lumière. « Mère !» Gabriel se tourna vers Hélène. « Vous m'avez appris l'importance de l'excellence. Mais c'est Élodie qui m'a rappelé l'importance de l'authenticité. » Un silence stupéfait régnait dans la salle. Victoire de Montfort, le visage pâle, recula discrètement vers la sortie. Claire serrait son tablet contre elle, impuissante face à ce qui se déroulait. « Je ne dirigerai pas cette entreprise comme on l'attend de moi, » poursuivit Gabriel, « mais comme je sais que c'est juste, avec intégrité, compassion et en restant fidèle à mes convictions. » Il se tourna vers Élodie, dont les yeux brillaient de larmes contenues. « Si tu veux bien de moi, » murmura-t-il, passant au tutoiement devant tous, « j'aimerais faire partie de ta vie, de votre vie, à Lucas et toi. » Le temps semblait suspendu. Toute la haute société parisienne retenait son souffle, attendant la réponse d'une simple employée qui avait bouleversé leur certitude. Le silence qui suivit la déclaration de Gabriel sembla durer une éternité. Élodie, le cœur battant à tout rompre, regardait l'homme qui venait de bouleverser toutes les règles du jeu social pour elle. Pour eux. « Gabriel ?» La voix d'Hélène Dufresne trancha l'air comme une lame. « Tu ne réalises pas ce que tu fais. Les conséquences... » « Les conséquences ?» Gabriel se tourna vers sa mère, mais sans lâcher la main d'Élodie. « Quelles conséquences, mère ? Que les actionnaires murmurent, que les magazines People s'en donnent à cœur joie, que la famille de Montfort se sent offensée. Les actions vont chuter, » intervint Claire, son visage professionnel, trahissant une légère panique. « Les partenaires asiatiques sont très traditionnels. Ils pourraient... Alors, nous leur montrerons qu'une entreprise dirigée avec authenticité et compassion peut être plus forte qu'une façade de convention. » Il se tourna vers l'Assemblée. « La maison Dufresne a été bâtie par un homme qui croyait en la valeur du travail et de l'intégrité. Je compte honorer cet héritage, mais à ma façon. » Un léger mouvement d'approbation parcourut la foule. Certains invités, notamment les plus jeunes, semblaient touchés par cette prise de position inattendue. Élodie, qui n'avait pas encore prononcé un mot, serra doucement la main de Gabriel. « Je ne veux pas être la cause d'une rupture avec ta famille, » murmura-t-elle. « Tu ne l'es pas, » répondit-il tout aussi doucement. « Tu es la raison pour laquelle je trouve enfin le courage d'être moi-même. » Madame Bertrand s'avança soudain, traversant la foule avec l'autorité que lui conféraient ses 30 années de service. « Madame Dufresne, » dit-elle en s'adressant à Hélène, « permettez-moi de vous raconter quelque chose. » La vieille gouvernante sortit de sa poche une photographie jaunie. « Voici votre mari, le père de Gabriel, le jour où il a repris l'entreprise. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit ?» Hélène prit la photo d'une main légèrement tremblante. Sur l'image, un jeune homme souriant levait son verre devant une assemblée similaire à celle d'aujourd'hui. Il a dit... La voix d'Hélène vacilla légèrement. Il a dit que la plus grande force d'une maison de luxe était sa capacité à reconnaître la vraie valeur, au-delà des apparences. Et n'est-ce pas exactement ce que fait votre fils aujourd'hui ? Un silence pensif s'installa. Hélène regardait alternativement la photo et son fils, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. « Maman, » dit doucement Gabriel, « je ne rejette pas notre héritage. Je le réinvente pour qu'il ait un sens aujourd'hui. »
Avec Élodie, il se tourna vers elle. Si elle veut bien de moi, Élodie prit une profonde inspiration. Elle pensait à Lucas, à son dessein de famille, à toutes les nuits où elle avait rêvé d'un avenir meilleur pour lui. « Je ne veux pas que tu abandonnes quoi que ce soit pour moi, » dit-elle fermement. « Ce n'est pas un abandon, » sourit-il. « C'est un nouveau départ, pour nous tous. » Il sortit son téléphone et montra une photo, celle de Lucas et son dessin. « J'ai demandé à Madame Bertrand de me l'envoyer. Ce petit garçon a dessiné une famille. Et si nous lui donnions une chance de la rendre réelle ?» Les larmes qu'Élodie retenait depuis le début coulèrent enfin sur ses joues. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je le veux. » Les applaudissements commencèrent doucement, puis enflèrent jusqu'à remplir tout le salon. Même Claire esquissa un sourire résigné, commençant déjà mentalement à préparer le communiqué de presse qui transformerait ce moment en conte de fées modernes. Hélène Dufresne, après un long moment, s'approcha du couple. Son visage était indéchiffrable, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. « Alors, » dit-elle en regardant Élodie, « il semble que je doive apprendre à connaître ma future belle-fille. » Et elle hésita un instant. « Mon petit-fils. » Une semaine après le gala, Élodie se tenait devant son petit appartement de Montreuil, les mains tremblantes d'anticipation. Gabriel était à ses côtés, portant une peluche soigneusement choisie. Un petit lion en peluche, vêtu d'un élégant costume miniature. « Tu es sûr de vouloir faire ça aujourd'hui ?» demanda-t-elle une dernière fois. « C'est très différent de ce que tu connais. » Gabriel sourit, serrant sa main libre. « C'est exactement ce que je veux faire. Rencontrer Lucas, voir ton monde, comprendre d'où tu viens. » Elle tourna la clé dans la serrure. À peine la porte ouverte, un petit bolide se précipita dans ses bras. « Tata, mon cœur !» Elle souleva Lucas, le serrant fort contre elle. « Tu m'as tellement manqué !» Le petit garçon enfouit son visage dans son cou avant de remarquer la présence de Gabriel. Ses yeux s'écarquillèrent de curiosité. « Lucas, » dit doucement Élodie, « je voudrais te présenter quelqu'un de très spécial. C'est Gabriel. »« Bonjour Lucas, » dit Gabriel en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « J'ai entendu dire que tu aimais dessiner. » Lucas hocha timidement la tête. « J'ai quelque chose pour toi. » Il lui tendit la peluche. « Il s'appelle Léon, et comme moi, il aime beaucoup la mode. » Un sourire illumina le visage de Lucas alors qu'il prenait délicatement le lion. « Il a un costume comme dans tes magazines, Tata !» L'oncle Michel apparut à son tour, essuyant ses mains sur un torchon de cuisine. Son regard était à la fois protecteur et curieux alors qu'il observait Gabriel. « Monsieur Dufresne, » dit-il avec une certaine réserve, « s'il vous plaît, appelez-moi Gabriel. » Il tendit la main. « Élodie m'a beaucoup parlé de vous, de tout ce que vous avez fait pour elle et Lucas. » Michel serra la main offerte, son expression s'adoucissant légèrement. « Entrez donc, j'ai fait un gratin dauphinois. »« Mon préféré !» s'exclama Lucas, déjà complètement absorbé par sa nouvelle peluche. L'appartement était modeste mais chaleureux. Des dessins de Lucas tapissaient les murs, des livres s'empilaient sur des étagères bricolées, et une délicieuse odeur de cuisine maison flottait dans l'air. Gabriel observait tout avec un intérêt sincère, touchant du doigt les cadres photos, souriant devant les créations artistiques de Lucas. « C'est ma maman !» expliqua Lucas en montrant une photo encadrée. « Elle est au ciel maintenant, mais Tata dit qu'elle nous regarde toujours. » Gabriel s'agenouilla à nouveau près de lui. « Ta maman serait très fière de voir quel merveilleux petit garçon tu es devenu. » Pendant le repas, Lucas monopolisa la conversation, racontant à Gabriel toutes ses aventures à l'école, ses dessins, ses rêves de devenir un grand artiste. Le petit garçon s'était rapidement attaché à cet homme élégant qui l'écoutait avec une attention sincère. « Tu vas être amoureux avec ma Tata ?» demanda soudain Lucas avec l'innocence de ses 6 ans. Un silence surpris tomba sur la table. Michel toussa légèrement dans sa serviette. « En fait, » répondit Gabriel en regardant Élodie avec tendresse, « je le suis déjà. Si tu es d'accord, bien sûr. » Lucas réfléchit sérieusement à la question, serrant Léon contre lui. « Tu sais raconter des histoires? Je peux apprendre. Tu aimes les dessins? Beaucoup. Tu vas faire pleurer Tata ?» Gabriel secoua la tête. « Jamais volontairement. Je promets de toujours prendre soin d'elle. Et de toi aussi. » Lucas hocha la tête solennellement. « Alors, d'accord. »
Mais Léon dit qu'il faut aussi que tu apprennes à faire des crêpes. Tata fait les meilleures crêpes du monde. Tout le monde éclata de rire, et même Michel ne put retenir un sourire. La tension s'était dissipée, remplacée par quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Plus tard dans la soirée, alors que Lucas montrait sa collection de dessins à Gabriel, Élodie les observait depuis la cuisine, son cœur débordant d'émotion. La scène était si naturelle, si vraie. L'homme qu'elle aimait et le petit garçon qui était son monde, partageant un moment de pure complicité. « Il est différent de ce que j'imaginais », admit Michel en s'approchant d'elle. « Plus authentique. »« Il l'est », sourit-elle. « Il l'a toujours été. » 3 mois s'étaient écoulés depuis le gala qui avait tout changé. L'automne parait les vignes du domaine Dufresne de teintes dorées et cuivrées. Dans le grand bureau au premier étage, Gabriel et Claire finalisaient un projet qui leur tenait particulièrement à cœur. « Les plans sont validés », annonça Claire en déposant un épais dossier sur le bureau. « Les travaux pourront commencer le mois prochain. » Gabriel sourit en parcourant les documents. Sur la première page s'étalait le titre « Fondation Isabelle Moreau, Centre d'accueil et de formation pour familles monoparentales », du nom de la sœur d'Élodie. « Qu'en pense Élodie » demanda Claire, qui avait appris au fil des semaines à apprécier la simplicité et l'intelligence de celle qu'elle avait d'abord considérée comme une menace. « Elle pleurait quand je lui ai montré les plans préliminaires », répondit Gabriel. Elle ne s'attendait pas à ce que nous donnions le nom de sa sœur au projet. Un coup discret à la porte les interrompit. Hélène Dufresne entra, suivie d'Élodie qui portait Lucas endormi dans ses bras. « Il s'est assoupi pendant la visite des vignes », expliqua Hélène avec un sourire attendri. Ce petit a une curiosité insatiable pour tout ce qui touche au domaine. La transformation d'Hélène ces derniers mois avait surpris tout le monde. La découverte d'un petit-fils inattendu avait fait fondre ses dernières réticences et elle s'était révélée être une grand-mère attentionnée et généreuse. « Je vais le porter dans sa chambre », murmura Élodie. « Je t'accompagne », dit Gabriel en se levant. Ils traversèrent ensemble les couloirs du manoir, maintenant familier à Lucas qui y passait tous ses week-ends. Sa chambre, autrefois une austère chambre d'amis, était désormais décorée de ses dessins et de photos de famille. Alors qu'il bordait doucement le petit garçon, Élodie remarqua un nouveau cadre sur la table de nuit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en le prenant. « Une surprise » sourit Gabriel. « Regarde la date. » C'était le ticket de caisse du supermarché, daté de cette fameuse soirée pluvieuse où tout avait commencé. Gabriel l'avait fait encadrer avec une élégante simplicité. « Tu l'as gardé tout ce temps ?»« C'était le début de notre histoire, » dit-il en l'enlaçant par derrière. « Le moment où j'ai vu pour la première fois cette femme extraordinaire qui allait changer ma vie. » Élodie se retourna dans ses bras, les yeux brillants. « Tu sais, parfois je me demande si tout ceci est réel. » Toi, nous, cette nouvelle vie, c'est plus réel que tout ce que j'ai connu avant, murmura-t-il, avant de l'embrasser tendrement. Un petit ronflement de Lucas les fit sourire. Il faut que je te montre quelque chose, dit Gabriel en la guidant vers la fenêtre. De là, il pouvait voir les ouvriers qui commençaient à installer les panneaux du chantier de la fondation dans l'ancienne orangerie du domaine. Claire m'a dit que les travaux pourront commencer le mois prochain, expliqua-t-il. D'ici 1 an, nous pourrons accueillir les premières familles. C'est incroyable, souffla Élodie. Toutes ces vies que nous allons pouvoir aider. C'est toi qui m'as inspiré ce projet, ta force, ton courage. Il prit sa main où brillait une simple bague de fiançailles, choisie ensemble dans une petite bijouterie de Montreuil. Tu m'as appris que le vrai luxe, c'est de pouvoir aider les autres. Un bruit de pas dans le couloir annonça l'arrivée de Madame Bertrand. « Le dîner est servi », annonça-t-elle doucement. « Et Madame Hélène demande si Lucas peut rester dormir ce soir. Elle a prévu de lui lire des histoires sur les vendanges d'autrefois. » Élodie et Gabriel échangèrent un regard amusé. Qui aurait pu prédire qu'Hélène Dufresne deviendrait une grand-mère gâteau? « Dis-lui que c'est d'accord, » répondit Élodie, « mais pas d'histoire de fantôme cette fois. » La vie avait pris un tournant inattendu pour tous. Le prestigieux domaine Dufresne s'était transformé, devenant un lieu où le luxe côtoyait la simplicité, où les rires d'enfants résonnaient dans les couloirs centenaires,
où une nouvelle forme de noblesse, celle du cœur, avait trouvé sa place. 1 an plus tard, le supermarché Monoprix du 18e arrondissement n'avait pas changé. Les mêmes néons, les mêmes allées soigneusement rangées, la même caissière qui, ce soir-là, avait été témoin d'un moment de grâce. Élodie et Gabriel s'y arrêtèrent un soir de printemps, main dans la main. Lucas gambadait devant eux, Léon le lion toujours fidèlement accroché à son sac à dos. « C'était cette caisse », dit Gabriel en s'arrêtant devant le terminal numéro 3. « Tu t'en souviens vraiment ?» sourit Élodie, radieuse dans une robe simple mais élégante. « Comment t'oublier ?» Il serra sa main où brillait désormais une alliance assortie à la sienne. « C'est ici que j'ai vu pour la première fois la femme qui allait bouleverser ma vie. »« Tata, papa !» appela Lucas en accourant vers eux, un paquet de biscuits à la main. « On peut les prendre, s'il te plaît ?» Le papa était venu naturellement quelques mois après le mariage, aussi simplement qu'un bonjour ou un je t'aime. Gabriel sentit son cœur se serrer de bonheur, comme à chaque fois qu'il entendait ce mot. « Bien sûr, mon grand », répondit-il en ébouriffant les cheveux du petit garçon. Une jeune femme dans l'allée d'à côté les observait, hésitante devant des produits pour bébé. Élodie la remarqua immédiatement, ce regard qu'elle connaissait si bien, celui d'une mère qui compte ses sous. Elle s'approcha doucement. « Prenez ceci », conseilla-t-elle gentiment en désignant une marque. « Ils sont aussi efficaces que les plus chers. Et si vous voulez, je connais un endroit qui pourrait vous aider. » Elle sortit de son sac une carte de la Fondation Isabelle Moreau. La jeune femme la prit avec des mains tremblantes. « Vraiment, vraiment, » confirma Élodie. « J'y serai demain matin. Venez me voir. » Gabriel observait la scène avec fierté. La Fondation était devenue le projet d'Élodie autant que le sien. Chaque semaine, de nouvelles familles y trouvaient aide et soutien dans un environnement où la dignité de chacun était préservée. Lucas revint vers eux avec un autre paquet. « Pour les enfants de la Fondation », expliqua-t-il sérieusement. « Comme ça, ils auront un goûter pour demain. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Son neveu, son fils, avait hérité de cette générosité qui faisait maintenant la fierté de toute la famille Dufresne. À la caisse, ils laissèrent la jeune femme passer devant eux. Quand elle commença à retirer des articles, ne pouvant tout payer, Gabriel intervint discrètement, comme il l'avait fait 1 an auparavant. « Considérez cela comme un acte de karma », dit-il avec un clin d'œil à Élodie. En sortant du supermarché, la petite famille s'arrêta un instant sur le trottoir. La nuit était douce. Paris s'illuminait peu à peu. « On rentre à la maison ?» demanda Lucas en bâillant, fatigué de sa journée d'école. « Oui, mon cœur », répondit Élodie. « À la maison. » Ce mot avait pris un sens nouveau pour elle. La maison, c'était maintenant leur appartement lumineux près du parc des Buttes-Chaumont, choisi ensemble pour sa proximité avec l'école de Lucas. C'était aussi le domaine viticole les week-ends, où Hélène gâtait son petit-fils et où Madame Bertrand continuait de régner sur les cuisines avec bienveillance. C'était partout où ils étaient ensemble, tous les trois. Gabriel passa un bras autour des épaules d'Élodie, tenant la main de Lucas de l'autre côté. Au-dessus d'eux, la première étoile du soir brillait dans le ciel parisien. « Tu sais quoi ?» dit Lucas en levant les yeux vers l'étoile. « Je crois que maman nous regarde et qu'elle est contente. » « J'en suis sûr, » murmura Élodie en serrant son fils contre elle. « Elle peut être fière, » ajouta Gabriel. Sa famille est devenue plus grande et plus forte que jamais. Ils marchèrent ainsi dans les rues de Paris, unis par l'amour et la certitude que parfois les plus beaux contes de fées sont ceux qui commencent dans un simple supermarché, un soir de pluie ordinaire.